Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Vous l'aurez compris, nous allons consacrer toute l'émission de ce matin à analyser ce soulèvement collectif auquel nous assistons depuis un certain nombre de jours en Haïti. Et si vous avez suivi, si vous avez pris le temps de lire le flyer qui annonce l'émission, eh bien, nous avons pris position. Nous appelons ce sursaut collectif un salutaire sursaut collectif. Je vous propose donc d'analyser ce sursaut collectif ce matin sans sensiblerie. Bien sûr qu'on va l'analyser avec émotion, il s'agit de notre pays, il s'agit de notre peuple. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas faire comme si on était détaché de ce qui se passe là. Mais il y a une différence entre analyser une situation avec émotion, il faut accueillir ses émotions, il faut être proche de ses émotions, c'est du moins ce qu'on recommande en psychologie. Il y a donc une différence entre analyser une situation en accueillant ses émotions et le faire avec sensiblerie. Car souvent, c'est là le piège. Quand le peuple se soulève, quand le peuple dit basta à un certain nombre, n'est-ce pas, de choses, à un certain nombre d'abus, eh bien, il s'en trouve quelques bien-pensants, il s'en trouve quelques directeurs d'opinion, qui vont lever le drapeau rouge en faisant appel à notre sensiblerie. Il faut éviter de sombrer dans la sensiblerie. Et donc nous allons analyser ce sursaut collectif auquel nous assistons en Haïti aujourd'hui sans sensiblerie. Je le ferai avec passion, hein, c'est moi, mais je le ferai en remontant, si vous voulez, à la genèse de tout cela. Ce sursaut collectif
auquel nous assistons, ce souhaitable sursaut collectif, ce nécessaire sursaut collectif, ce sursaut collectif que j'appelais de tous mes voeux, eh bien, il est réjouissant. Quand je dis qu'il est réjouissant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de casse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, si vous voulez, de déchoucage, comme on le dit dans notre délicieux créole. Au fait, ce sont des casses, ce sont des déchoucages qui sont nécessaires. Car à un moment donné, nous devons arrêter de mettre un pansement sur une jambe qui doit être amputée. Nous devons arrêter de procéder à des réformettes. Nous devons arrêter de procéder à des changements cosmétiques comme s'il suffisait de changer quelques visages pour que la révolution après laquelle nous soupirons, la révolution à laquelle nous aspirons advienne. Non, il faut plus que cela. Cependant, l'émission d'aujourd'hui sera aussi assortie de mise en garde. On a déjà vu dans notre histoire le peuple, la population se soulever pour dire non à des abus, pour dire non à un certain nombre d'états de fait. Et cette même population, on a déjà vu cela, n'est-ce pas, se fait souvent voler son sursaut collectif. Et je vais vous mettre en garde contre ce danger réel de se faire voler ce sursaut collectif, c'est-à-dire de le laisser, si vous voulez, détourner par d'autres mains. Au moment où l'on se parle, il y a de ces vieux politiciens qui se frottent les mains, qui disent de toute manière, Ariel Henry ne pourra pas rester, il va devoir quitter. De toute manière, l'Assemblée des nations malveillantes ne pourra pas continuer à soutenir Ariel. Ils sont sûrement, n'est-ce pas, les diplomates étrangers, les ambassadeurs, ils sont sûrement déjà en train de nous concocter une autre formule, n'est-ce pas, par laquelle ils vont remplacer Ariel par un autre visage. Nous devons être très vigilants pour qu'on ne se fasse pas voler notre sursaut collectif. Pour que cela n'arrive pas, nous devons être prêts. Or, l'histoire nous apprend que, exemple, à la chute de Jean-Claude Duvalier, eh bien, ce qu'on appelle l'opposition n'était pas prête à assumer les rênes du pouvoir. Eh bien, nous avons l'histoire derrière nous. Et l'histoire doit servir à quelque chose. L'histoire doit nous enseigner un certain nombre de leçons. Eh bien, nous allons essayer, à travers l'émission de ce matin, de dresser un certain nombre de leçons que nous devons désormais, n'est-ce pas, intégrer. Je vais surtout vous brosser le portrait de la jeunesse de ce sursaut collectif, pour qu'on évite une fois de plus tout sentimentalisme, toute sensiblerie et qu'on évite de pleurer parce que la population est en train de casser quelques maisons, la population est en train de punir certains politiciens, tant du gouvernement ou de la soi-disant opposition, parce que ces politiciens-là, n'est-ce pas, se sont enrichis sur son dos, sur le dos de la population. Je le dis, vous ne serez pas surpris, ce à quoi nous assistons ces derniers jours en Haïti, ce sursaut, c'est un sursaut collectif. Et j'en profiterai pour analyser avec vous le comportement très hypocrite de ce qu'on appelait pompeusement la communauté internationale, qui est au fait la communauté des nations malveillantes. Devant ce sursaut, n'est-ce pas, souhaitable de la population haïtienne, les ambassades se contentent de fermer leurs portes. Et il n'y a aucun communiqué qui est sorti de l'ambassade américaine, aucun communiqué émis par l'ambassade de France, par l'ambassade du Canada pour exhorter le gouvernement actuel, n'est-ce pas, à prendre des décisions publiques ou à prendre des politiques publiques d'apaisement pour soulager la population. Vous notez qu'il n'y a aucune exigence faite par la prétendue communauté internationale vis-à-vis de ce gouvernement pour lui demander, par exemple, d'enquêter sur l'assassinat de Jovenel, pour lui demander, par exemple, d'enquêter sur des cas d'assassinat qui sont perpétrés au quotidien. Non, ce n'est pas le problème.
de l'ambassade américaine, ce n'est pas le problème de l'ambassade de France, ce n'est pas le problème de l'ambassade du Canada. Ce que ces mafieux ambassadeurs, n'est-ce pas, veulent faire, c'est maintenir Ariel au pouvoir en attendant qu'on organise des élections bidons au terme desquelles on va placer un autre Michel Martelly qui va faire du statu quo. Eh bien, il faut dire non. Il faut que ce sursaut collectif donne quelque chose. Pour qu'il donne quelque chose, on doit le maintenir, on doit l'intensifier. On doit cibler un certain nombre d'individus qui sont responsables, n'est-ce pas, de cet état d'oppression perpétuelle que subit le peuple haïtien depuis le début de son histoire. Il faut qu'on en finisse. Donc encore une fois, il n'y aura pas de sensiblerie, il y aura de la passion parce qu'il s'agit de mon pays et j'aime ce pays charnellement. Il s'agit de mon peuple auquel je m'identifie. Mais encore une fois, je ne vais pas verser des larmes parce qu'on fout le feu dans certaines maisons, parce qu'on casse certaines banques, parce qu'on casse, n'est-ce pas, certaines institutions. En plus de 200 ans d'histoire, les banques, les institutions qu'on est en train de casser n'ont jamais servi au bien de la population. Elles ont toujours servi, ces institutions-là, ces banques-là, à enrichir un petit groupe. Il faut qu'on arrête cela. Et pour y arriver, pas de sensiblerie. Voilà, l'introduction était longue. Vous connaissez le rituel. À ce stade-ci, bon Dieu, vous aurez besoin d'une bonne tasse de thé, d'une bonne tasse de café, d'une bonne tasse de chocolat chaud. J'aurai besoin de toute votre attention pour qu'on puisse analyser en profondeur ce qui se passe en ce moment en Haïti. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. C'est convenu. À tout à l'heure. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Je vous avoue, j'étais heureux. Et je le suis encore quand j'ai vu à la télé mon peuple prendre d'assaut certaines maisons, entrer dans certaines institutions, casser certaines maisons. Mais j'étais heureux et je le suis toujours. Et je me suis mis à revoir par la pensée le livre ô combien prophétique de cet auteur afro-américain, en même temps activiste, James Baldwin. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Même le titre de son livre était très prophétique. Écoutez le titre, « La prochaine fois, le feu ». Le livre a paru en 1963. Nous étions, aux États-Unis, dans un contexte de lutte pour l'obtention réelle de leurs droits civiques par les Afro-Américains. Et il y avait deux camps. Il y avait ceux-là qui tiraient profit de l'oppression que subissaient les Afro-Américains. Ils étaient considérés comme des citoyens de seconde zone, pas de citoyenneté du tout pour beaucoup d'entre eux. Et donc, il y avait ce qu'on appelle le privilège des Blancs. Et certains tenaient mordicus à ces privilèges-là. Ils tenaient, si vous voulez, au statu quo. Et il y avait ceux qui voulaient tout renverser et qui étaient battus, qui étaient, si vous voulez, opprimés par le système. Et dans un essai ô combien lucide, ô combien, ma foi, avisé, James Baldwin a mis en garde les deux camps
en leur disant, vous ne pouvez plus continuer à vivre comme cela dans le même pays. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin pour que tous aient droit, effectivement, à la citoyenneté, pour que tous aient droit à la dignité. Autrement, la prochaine fois, le feu. Et j'ai tout de suite pensé à ce livre, j'ai tout de suite pensé à cet essai de Baldwin en assistant à ce salutaire sursaut collectif en Haïti. Voilà pourquoi dans l'émission d'aujourd'hui, je veux remonter à la genèse de cette oppression. Je veux remonter à la genèse de ces multiples abus que la population haïtienne subit depuis le début de l'histoire de ce pays. Pour ce faire, je me suis plu à relire quelques-unes de mes notes de cours de droit international. Vous savez, le droit international repose sur tout un arsenal juridique, entre autres, n'est-ce pas, la Déclaration universelle des droits de l'homme, publiée un 10 décembre 1948 et adoptée par 58 États. Et j'ai dit, voilà un arsenal juridique qui reconnaît des droits universels aux humains. Il suffit d'être humain pour avoir droit à cela. Et lorsque j'ai repris cet ensemble de droits humains qu'on considère comme des droits inaliénables, comme des droits fondamentaux, comme des droits qui sont reconnus à tous les humains, c'est pas pour rien qu'on l'appelle droit universel de l'homme. Quand je considère cet ensemble de droits, je suis triste de m'avouer qu'il n'y a aucun de ces droits qui soit reconnu au peuple haïtien. Et pour votre édification, je vais passer à travers un certain nombre de ces droits-là et je vous poserai à chaque fois la question, est-ce que le peuple haïtien a droit à cela? Sinon, pourquoi pas? Vous savez, il y a cet auteur qui a dit, certaines gens regardent le monde et se disent pourquoi. D'autres regardent le monde et se disent pourquoi pas. À un moment donné, je ne peux plus me contenter de constater que le peuple haïtien n'a pas ces droits-là. Au fait, il n'y a aucun des droits que je vais vous mentionner. Droits qui sont pourtant reconnus comme des droits universels, qui soient effectifs pour la population haïtienne. On va y aller, si vous voulez, de manière méthodique, de manière pédagogique. Article 1er de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et en droit. Le mot dignité m'intéresse ici. Regardons le niveau de vie du peuple haïtien. Regardons la manière dont les divers gouvernements de ce pays ont traité cette population. Regardons, puisqu'on fait de l'actualité, la manière dont Ariel Henry traite la population haïtienne et posez-vous la question, est-ce que dans la tête d'Ariel Henry, la population haïtienne a droit à la dignité? Toussaint Louverture est le libérateur noir qui a eu en son temps et après sa mort le plus grand rayonnement politique de toute l'histoire. Sa renommée est littéralement mondiale car rapidement son nom est devenu le symbole de l'autodétermination des peuples dans les Amériques, en Europe, en Afrique, aux États-Unis et même en Asie. Les parents attribuaient son nom à leurs enfants afin de leur assurer un brillant avenir, même en Asie, imaginez. Et les soldats partaient en guerre avec son effigie à leur cou ou dans leur poche. Au-delà de son prestige personnel, le projet politique de Toussaint Louverture est plus actuel que jamais en ce qu'il propose un vivre ensemble qui intègre l'altérité et qui transcende la race, le genre et les classes sociales. Sa vision sociétale ne se nourrit ni d'amnésie ni de ressentiment. Elle transcende les rancunes et les blessures afin de produire un nouvel être humain qui croit en la fraternité universelle et au mérite. Plus que jamais, Toussaint Louverture commande un nouveau regard sur l'humain.
Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie prochaine de mon tout dernier livre, Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Le livre sortira en français et en anglais en librairie le 1er octobre prochain au prix de 60 $. Cependant, vous pouvez le commander en pré-vente dès à présent sur mon site personnel au prix de 50 $. Commandez-le maintenant et bénéficiez d'un rabais substantiel de 10 $ sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, en français et en anglais. Commandez-le maintenant sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Regardons cette dernière mesure. Cette mesure qui consiste à augmenter le prix ou les prix, si vous voulez, du carburant. Voilà. Par intégrité intellectuelle, je constate que le carburant, n'est-ce pas, l'essence à la pompe monte dans tous les pays. Au Canada où je vis, aux États-Unis où vous vivez, en Afrique où vous vivez, dans les Antilles, en Europe, peu importe l'endroit où l'on vit, n'est-ce pas, le contexte international, guerre en Ukraine, etc., pandémie, vous savez qu'on met tout sur le dos de la pandémie, eh bien c'est pas compliqué. Quand je fais le plein, eh bien je constate qu'il m'en coûte plus cher aujourd'hui qu'il ne m'en coûtait, exemple, il y a 6 ou 8 mois. Mais dans tous les pays où les gouvernements sont sensibles à la notion de dignité de leur population, ces gouvernements prennent le temps d'expliquer à la population, mais pourquoi il en coûte plus cher, n'est-ce pas, à la pompe de faire le plein, pourquoi il en coûte plus cher de faire l'épicerie, et vous allez noter quelque chose, toujours les gouvernements, n'est-ce pas, assortissent leur politique publique de mesures d'apaisement. Au Canada, par exemple, le gouvernement va envoyer un petit chèque de 500 $ à certaines familles. Le gouvernement va, si vous voulez, ajouter à la pension de vieillesse des aînés un certain montant parce qu'on constate, ce n'est pas seulement en Haïti, que la vie devient plus chère. D'accord. Donc, l'idée du prix du carburant qui a augmenté, ce n'est pas la faute d'Ariel Henry. Pas plus que ce n'est la faute de Joe Biden aux États-Unis, pas plus que ce n'est la faute de Justin Trudeau au Canada ou d'Emmanuel Macron en France, pour ne citer que ces exemples-là. Mais quand on prend sa population au sérieux, on l'accompagne, n'est-ce pas, lorsqu'il y a une politique publique qui va augmenter le coût de la vie, et on a sorti cette politique publique de mesures d'apaisement. Jusque-là, vous êtes d'accord. Dans le cas d'Haïti, Ariel Henry et ses co-assassins, parce que ce sont des assassins, les membres de son gouvernement, non seulement ne se soucie-t-il pas d'expliquer à la population ce qui se passe, il impose cette décision, mais sans l'accompagner de mesures d'apaisement. Et devant l'orage qui était annoncé, vous savez ce qu'a fait Ariel Henry, plutôt que de rester au pays, exemple, pour expliquer à la population que ce qui se passe là en Haïti, c'est le reflet de ce qui se passe dans le monde, etc. Il a pris l'avion, il est allé il y a quelque temps en Floride pour, soi-disant, il s'est foutu de notre gueule, rencontrer des investisseurs. Imaginez le premier ministre d'un pays qui laisse son pays, n'est-ce pas, en pleine ébullition, soi-disant pour aller rencontrer des investisseurs. On n'a pas besoin d'être un Einstein pour comprendre que c'est de la foutaise tout cela. Quels investisseurs privés accepterait de mettre son dollar dans l'Haïti d'aujourd'hui, surtout pas avec un gouvernement d'Ariel. La réalité, c'est que Ariel a voyagé, soit pour avoir quelques jours de soulagement, pour échapper, n'est-ce pas, à la pression quotidienne, mais surtout, il a voyagé pour aller recevoir des ordres de ses deux patrons,
car il a deux catégories de patrons. Il a ses patrons internationaux, il est sûrement allé recevoir des consignes claires de la part de quelques employés du département d'État aux États-Unis, mais il est surtout allé rencontrer Michel Martelly, qui avait sûrement, n'est-ce pas, des consignes à lui donner sur la manière dont il doit tenir le fort en attendant de nous organiser des élections bidons au terme desquelles Michel Martelly ou quelqu'un qui lui ressemble reviendra au pouvoir. Donc, cette dignité-là, à laquelle nous avons droit comme humains, cette dignité-là, à laquelle nous avons droit comme peuple haïtien, ceux qui sont placés à la tête du pays, pas par nous, mais par l'Assemblée des nations malveillantes, eh bien, on ne nous la reconnaît pas, cette dignité. Et pourtant, c'est un droit fondamental. Regardez la manière dont ce peuple vit. Un peuple qui vit dans sa majorité avec moins de $1 par jour. Un peuple qui est en proie, n'est-ce pas, tous les jours à des incertitudes, ne serait-ce que pour prendre un repas par jour. Un peuple, n'est-ce pas, qui n'a pas accès à l'eau potable. Un peuple qui n'arrive pas à manger à sa faim. Tenez, mais ça aussi, c'est un droit fondamental. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Chacun a droit à la dignité. Et pourtant, ce droit qui est un droit universellement reconnu, ce droit qui est un droit inaliénable, eh bien, il a toujours été nié au peuple haïtien à travers toute son histoire. On continue. Chacun a droit à la vie. Chacun a droit à la vie. Vous savez, aujourd'hui, quand un Haïtien sort et qu'il rentre chez lui, c'est un miracle. Et puisque on nous a, si vous voulez, roulé dans la farine religieuse, eh bien, quand un Haïtien sort et qu'il rentre, mais il lève la main vers le ciel et il dit « Béni soit l'Éternel ». Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans l'Haïti d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le Port-au-Prince de tous les dangers, qu'on sorte et qu'on ne se fasse pas kidnapper, qu'on sorte et qu'on ne reçoive pas une balle. Le pire, c'est que vous avez un gouvernement qui est payé pour assurer la sécurité. Vous avez un gouvernement qui est payé pour protéger une population. Vous avez un chef de la police, vous avez un ministre de la sécurité publique, vous avez un ministre de l'Intérieur et des collectivités publiques. Vous avez, n'est-ce pas, toutes sortes de voleurs en cravate et de voleuses, car il y a des femmes dans ce foutu gouvernement qui sont payées pour rien et qui ne garantissent pas à la population haïtienne ce droit inaliénable, le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Vous imaginez, vous vous faites kidnapper par des policiers. Il y a des gens qui se font kidnapper et on réalise que, eh bien, les kidnappeurs, les ravisseurs travaillent pour le ministre de la Justice, imaginez. Il y a des gens qui vous kidnappent et qui vous avouent candidement que, écoutez, il n'y a qu'une infime partie de la rançon qui revient, n'est-ce pas, dans leur poche parce que, eh bien, la part léonine, la part du lion va dans la poche, n'est-ce pas, d'un politicien, va dans la poche de quelqu'un qui est au service, qui est au pouvoir, pour ainsi dire. Donc, vous n'avez pas droit à la dignité,
Vous n'avez pas droit à la vie. La vie, c'est comme une faveur que les gangsters tentent à cravate ou les gangsters en sapate, n'est-ce pas? C'est comme une faveur qu'ils vous font. Et vous voulez que j'aborde ce sursaut collectif avec sensiblerie parce qu'on pète certaines maisons, parce qu'on casse certaines banques, parce qu'on casse certaines vitres. Vraiment. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Ça veut dire chacun a la capacité ou devrait avoir la capacité de faire valoir ses droits, des droits qui sont liés à sa personne. De par le fait que je suis un être humain, j'ai droit à ces droits-là. Permettez la répétition. Mais en Haïti, on s'en fout. On tue à visière levée, on tue impunément et le gouvernement ne fait rien. Et le gouvernement table sur le fait que, mais écoutez, c'est une population paisible. Nous sommes paisibles parce qu'il y a le pasteur, il y a le prêtre qui nous répète, n'est-ce pas, ad nauseam, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tourne lui aussi la joue gauche. J'aime à dire que celui qui a écrit ce verset-là n'est sûrement pas un opprimé. C'est l'oppresseur qui l'a écrit ce putain de verset. Car je ne peux m'imaginer un opprimé écrire un livre dans lequel il dit « Mais si l'oppresseur te gifle sur la joue droite, de lui tourner la joue gauche, parce qu'à l'Éternel appartient la vengeance, parce qu'à l'Éternel appartient le droit. » Vraiment. Je ne vous lis que quelques articles. Article 13 de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Écoutez bien. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Allez dire ça aux gens de Martissan. Allez dire ça aux gens de certains quartiers populaires en Haïti. Ils vous diront, mais non. On ne peut même pas circuler, il y a des zones, n'est-ce pas, qui sont coupées du reste du pays par des gangsters qui, eux, sont armés soit par des politiciens du pays, soit par les oligarques des gens d'affaires, et la population est prise en otage. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Les gens ne peuvent plus se rendre dans le sud du pays parce que le sud du pays est coupé du reste, n'est-ce pas, du territoire haïtien, et pourtant c'est le même État. Mais c'est un droit fondamental. C'est un droit que j'ai comme haïtien, c'est un droit que vous avez comme haïtien de circuler librement. Et lorsqu'il y a un obstacle à cela, eh bien l'État intervient, enlève l'obstacle qui a été dressé contre ce droit et règle le problème. J'oublierai jamais, après l'assassinat de Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse, l'assassin, le Premier ministre actuel, Ariel Henry, avait tenté d'aller déposer par démagogie, vous me direz, n'est-ce pas, une gerbe de fleurs sur l'endroit où le premier homme d'État haïtien, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, avait été assassiné. Et des gangsters, n'est-ce pas, lui ont dit, vous n'avez pas le droit, en tant que Premier ministre, de mettre le pied là.
Le Premier ministre a tenté de faire montre de bravade et de faire, n'est-ce pas, si vous voulez, de fanfaron, car il s'est fait accompagner du chef de la police, lui aussi assassin, impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse aussi. Comment il s'appelait cet assassin qui est aujourd'hui ambassadeur d'Haïti à l'OEA, n'est-ce pas? Et les gangsters ont dit, vous pouvez beau prétendre être Premier ministre, mais nous ne vous reconnaissons pas le droit de circuler ici. Et vous savez quoi? Et le chef de la police et les policiers qui étaient censés assurer la sécurité du Premier ministre et le Premier ministre lui-même ont pris les jambes à leur cou, ont fui ce bout de territoire, car le pays est coupé et est sous contrôle de certains gangsters. Le droit de circuler. Dans tout autre pays, quand des gens sont forcés de laisser leur résidence, quand ils sont forcés de laisser leur quartier, quand ils sont forcés de laisser leur ville, eh bien l'État intervient ou la soi-disant communauté internationale réagit avec force pour dire, écoutez, n'est-ce pas, ces déplacés intérieurs-là sont privés de leurs droits, il faut corriger ça. Non seulement les ambassades étrangères, et il faut les dénoncer, ne disent-elles rien face à cet état de fait, mais elles continuent, n'est-ce pas, de se foutre de notre gueule. On a vu la représentante, n'est-ce pas, des Nations Unies en Haïti, Madame Lalim, qui est, si vous voulez, la représentante du BINU en Haïti, aller présenter devant l'Assemblée des Nations Unies des statistiques, comme quoi elle reconnaît le fait que ce pays est coupé en plusieurs petits morceaux. Et puisque ce pays est coupé en plusieurs petits morceaux, eh bien, on vient de ravir à la population haïtienne un autre droit, celui de circuler librement et de choisir librement sa résidence à l'intérieur d'un pays. Vous avez votre maison, vous êtes né dans un quartier, vous y avez grandi, et tout à coup, il y a des gangsters qui disent, écoutez, non, vous n'avez plus le droit de rester là. Jusque-là, vous suiviez, n'est-ce pas, un certain itinéraire pour vous rendre d'un point A au point B, et bien, mais tout à coup, il y a un groupe de salauds qui disent, écoutez, eh bien, ce quartier-là, ou cette zone-là, n'est plus accessible. Et vous vous attendiez à ce que l'État prenne position pour vous, eh bien, l'État lui-même évite de passer par là. Et vous voulez que le peuple reste calme, vraiment. Avançons. Je lis comme ça, au gré, n'est-ce pas, de mes remarques, si vous voulez, quelques articles qui condensent des droits fondamentaux à tous les hommes. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien. Au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Tous les hommes, ou toute personne, article 21, a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses représentants librement choisis. Autant dire, en tant qu'Haïtien, c'est un droit fondamental que j'ai de pouvoir choisir un sénateur, choisir un député, choisir un président. C'est un droit. Mais vous savez quoi, à travers toute l'histoire de notre pays, par ce triple hold-up, dont je parle dans mon livre « Haïti, miroir d'une société en décomposition », on a toujours empêché ce peuple de prendre part librement aux décisions publiques de son pays
en choisissant lui-même ses dirigeants. Ses dirigeants, sénateurs, députés, présidents, lui sont imposés à ce peuple par le département d'État. Le dernier exemple en date, c'est Michel Martelly, qui n'était pas, si vous voulez, admissible au second tour. Au fait, qui n'aurait même pas dû être sur la liste, n'est-ce pas, des candidats. Cet homme qui a mené une vie de débauche, une vie, si vous voulez, n'est-ce pas, dissolue. Les États-Unis ont un si grand intérêt dans les affaires d'Haïti. Un pays soi-disant souverain. Les États-Unis qui sont, du moins ce qui se font passer pour l'apôtre de la démocratie dans le monde, imaginez que les États-Unis ont dépêché leur secrétaire d'État, leur chancelière d'alors, sous le gouvernement de Barack Obama, la très corrompue Hillary Clinton. J'allais dire salope, excusez-moi, ce qu'elle n'est pas moins. Les États-Unis ont dépêché la très corrompue, la très mafieuse Hillary Clinton. Avez-vous déjà entendu ça? Pour dire, même si dans les chiffres, même si dans les faits, même si objectivement Michel Martelly n'est pas qualifié pour être au second tour, nous voulons qu'il soit sur les deux candidats qui vont au second tour. Et devant la résistance du président d'alors, lui aussi un homme sans échine, un homme sans verticalité, n'est-ce pas? Eh bien, René Préval, pour ne pas le nommer, eh bien, devant les pressions que la communauté internationale, l'Assemblée des Nations malveillantes a faites sur le président René Préval, Hillary Clinton, Edmond Mulet, n'est-ce pas, l'ambassadeur des États-Unis, ils ont fait chorus pour dire à René Préval, si vous n'inscrivez pas le nom de Michel Martelly sur la liste des deux candidats admissibles au second tour, nous allons faire des représailles contre vous. Nous savons que votre femme a 2 enfants qui étudient chez nous aux États-Unis. Nous allons couper leur visa. Nous savons que votre femme vient d'acheter une maison au comptant à Miami. Nous allons, n'est-ce pas, lui prendre cette propriété. Ne dites pas que c'était de la pression, nous voyons cela. Dans le conflit russo-ukrainien, nous voyons les États-Unis, nous voyons la soi-disant communauté des nations malveillantes faire main basse sur les biens de certains Russes sous prétexte qu'ils sont proches de Vladimir Poutine. Et lorsque la femme de René Préval a entendu dire qu'on va saisir sa maison qu'elle venait d'acheter au comptant, allez savoir avec quel argent, aux États-Unis. Lorsque la femme de René Préval a entendu dire qu'on allait couper, si vous voulez, le très salutaire, n'est-ce pas, visa américain de ses enfants, elle a fait pression sur René Préval pour inscrire Michel Martelly sur la liste des 2 candidats admis au second tour. Le verre était dans le sac. Les États-Unis ont tout fait pour, ce n'est pas élire, pour choisir, pour imposer Michel Martelly. Donc même ce droit-là, article 21, qui est un droit fondamental à une collectivité, le droit pour chaque individu de participer librement aux affaires publiques de son pays, soit directement, n'est-ce pas, ou indirectement, en faisant élire lui-même, n'est-ce pas, ses dirigeants, même ce droit-là, on nous l'enlève. Même en Asie, les parents attribuaient son nom à leurs enfants afin de leur assurer un brillant avenir. Même en Asie, imaginez. Et les soldats partaient en guerre avec son effigie à leur cou ou dans leur poche. Au-delà de son prestige personnel, le projet politique de Toussaint Louverture est plus actuel que jamais en ce qu'il propose un vivre ensemble qui intègre l'altérité et qui transcende la race, le genre et les classes sociales. Sa vision sociétale ne se nourrit ni d'amnésie ni de ressentiment. Elle transcende les rancunes et les blessures afin de produire un nouvel être humain qui croit en la fraternité universelle et au mérite. Plus que jamais, Toussaint Louverture commande un nouveau regard sur l'humain.
Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie prochaine de mon tout dernier livre, Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Le livre sortira en français et en anglais en librairie le 1er octobre prochain au prix de 60 $. Cependant, vous pouvez le commander en pré-vente dès à présent sur mon site personnel au prix de 50 $. Commandez-le maintenant et bénéficiez d'un rabais substantiel de 10 $ sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, en français et en anglais. Commandez-le maintenant sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Mais il y a aussi des droits économiques qui sont des droits aussi fondamentaux. Le droit au travail, dans des conditions justes et favorables. Dans les faits, c'est 80 à 85% de la population haïtienne qui est au chômage. Vous savez, il y a des gens qui sont au chômage, mais un chômage qui ne dit pas son nom. Eh bien, c'est un droit que j'ai de travailler. Et l'État doit créer les conditions favorables, si vous voulez, à la création de l'emploi. L'État doit mettre sur pied des infrastructures. L'État doit, et c'est aussi un droit, fournir à une population une protection sociale. Écoutez bien, c'est aussi un droit fondamental. L'État doit offrir une protection sociale ainsi que des conditions de vie permettant à toute personne de jouir du meilleur état de santé afin de mener une vie, si vous voulez, selon ses propres rêves. Je viens de vous citer des articles qui sont insérés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc qui sont reconnus comme des droits fondamentaux. En Haïti, il n'y a pas un seul de ces droits-là qui soit effectif dans le cas de la population haïtienne et à travers toute l'histoire de ce pays. Pendant 200 ans, le peuple a subi cela. Pas de droit au travail, pas de droit à la protection sociale, pas de droit à la dignité, pas de droit de choisir ses propres dirigeants. Donc on lui ravit le droit, n'est-ce pas, de contrôler son propre destin. Et après 200 ans, enfin, le peuple se met debout et il y en a qui veulent nous entraîner dans la sensiblerie. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Et là, vous notez, je n'ai fait que citer quelques droits, là. Je n'ai même pas encore parlé du droit reconnu à toute personne, à l'éducation. Le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. Je n'ai même pas parlé de cela. C'est 55% de la population haïtienne, les amis, qui ne sait ni lire ni écrire. Malgré le fait que notre propre constitution dit que l'éducation primaire et secondaire doit être accordée à tous les enfants et que cela doit être gratuit, eh bien, l'État détourne des fonds qui sont alloués à l'éducation. Et on retrouve cet argent-là dans les comptes des dirigeants, dans les comptes des particuliers.
Venons-en à l'histoire récente, car quand on fait la genèse, on n'a pas besoin de remonter aux années 1900, là. Les amis, le dernier cas révoltant en matière de détournement de fonds s'appelle les fonds Petro-Caribé. Vous avez le Venezuela, qui est l'un des plus grands pays exportateurs du pétrole, qui a décidé de coopérer avec certains pays de la région dans un rapport de coopération sud-sud. Et ce programme Petro-Caribé, n'est-ce pas, c'est un programme dont bénéficient beaucoup de pays de la région, entre autres la République dominicaine. Eh bien, au terme de ce programme, c'est pas loin de 4 à 5 milliards de dollars américains que les divers dirigeants haïtiens, à compter de René Préval jusqu'à Jovenel Moïse, en passant bien sûr par Michel Martelly, en passant bien sûr aussi par Joslerme Privert, ont gaspillé 5 à 6 milliards de dollars américains, les amis. Des fonds qui, normalement, devraient servir à créer des écoles. Des fonds qui, normalement, devraient servir, n'est-ce pas, à faire des routes. Des fonds qui, normalement, devraient servir à, si vous voulez, créer des infrastructures pour offrir, si vous voulez, une protection sociale à la population haïtienne. Si vous demandez à la population haïtienne si elle a vu la couleur de ces 4 ou 5 milliards de dollars américains des fonds Petro-Caribé, la population haïtienne n'a rien vu. Michel Martelly, Jovenel Moïse, Joslerme Privert, car lui aussi, président provisoire pendant 1 an, René Préval, ils ont gaspillé, ils ont détourné ces fonds-là. Pas seulement eux comme dirigeants politiques, mais l'oligarchie, la classe d'affaires, n'est-ce pas, les mêmes, eh bien, ils ont comploté pour détourner cet argent-là. Et lorsque, sous Jovenel Moïse, la population haïtienne s'est soulevée pour demander des comptes sur la gestion des fonds Petro-Caribé, vous savez, des jeunes ont été assassinés. Des journalistes qui enquêtaient sur le détournement de fonds de Petro-Caribé ont été assassinés. Les jeunes qui ont lancé ce mouvement, où est l'argent Petro-Caribé, Côte-Cop Petro-Caribé, ils ont été soit corrompus, soit tout simplement supprimés. Cet argent se retrouve dans les comptes bancaires de Michel Martelly, dans les comptes bancaires de Laurent Lamotte, dans les comptes bancaires de Joslerme Privert, pour ne citer que ceux-là, n'est-ce pas? Ils ont gaspillé cet argent. Et en parlant d'éducation, Michel Martelly n'avait même pas encore été assermenté comme président, qu'il avait réussi par imposer une taxe aux Haïtiens vivant à l'étranger. En quoi consiste cette taxe? Vous savez, le pourvoyeur d'argent neuf le plus fidèle, le plus constant dans l'économie haïtienne, c'est la diaspora. C'est pas moins de 4 à 5 milliards de dollars américains que la diaspora envoie vers Haïti à chaque année. Et tandis que l'équipe de Laurent Lamotte, l'équipe de Michel Martelly se préparait à entrer au pouvoir, n'est-ce pas? Eh bien, ces gens-là se sont assis avec quelques comptables aux États-Unis pour concevoir quelque chose qui est génial, au fait. Nous voulons créer des écoles, nous voulons que l'éducation soit effectivement accessible à tous, eh bien, nous allons nous donner les moyens de cela. Qu'allons-nous faire? C'est très intelligent d'imaginer cela. Eh bien, pour chaque transfert qui va être fait de l'étranger vers Haïti, eh bien, nous allons prélever un montant X, $1,50. Et cet argent-là va être placé, c'est ce qu'avait promis l'équipe de Michel Martelly et de Laurent Lamotte, cet argent-là va être placé, n'est-ce pas, dans un compte spécial et il va être exclusivement alloué à l'éducation, soit pour payer les professeurs, soit pour créer des écoles. Mais c'est une idée géniale.
ayons l'intégrité intellectuelle de le reconnaître, c'est une idée géniale, c'est une idée brillante. Prélever 1,50 $ sur chaque dôle, sur chaque transfert que l'Haïtien de l'étranger fait vers Haïti, mais c'est brillant. La vérité, c'est que c'est une caisse obscure. Lorsque on a commencé à demander à Michel Martelly, pendant son quinquennat, de rendre des comptes sur le montant qui est recueilli effectivement dans le cadre de cette taxe-là, il n'a jamais voulu rendre des comptes. Il a dit, il ne sait pas. Il a fallu attendre, n'est-ce pas, sous Jovenel Moïse pour qu'on rende un compte partiel du montant qui est recueilli. Et quand on cherche à savoir, mais comment ce montant-là, par Dieu, est utilisé, les professeurs ne sont toujours pas payés, ils accusent des arriérés de salaire, il n'y a pas plus d'école qu'il y en avait avant, les enfants n'ont toujours pas accès à l'éducation gratuite, les parents qui déjà ne travaillent pas doivent payer pour l'école de leurs enfants, en sorte que même cet argent-là, qui n'appartient pas aux PHTKistes, c'est-à-dire aux Michel Martelly, aux Jovenelistes et à tous ceux qui ont trempé la main là-dedans, ils n'ont jamais rendu des comptes. Au fait, en 10 ans, ils ont rendu 2 fois des comptes partiels. Et depuis 1 an et quelque chose que l'assassin Ariel Henry et ses co-assassins sont au pouvoir, est-ce qu'ils ont rendu des comptes sur, n'est-ce pas, le montant qui est reçu par année, n'est-ce pas, à même les transferts qu'on fait vers Haïti et comment cet argent est utilisé? Rien. Et donc, devant cet état des faits, devant ce déni perpétuel, devant ce déni total des droits des Haïtiens, il se met debout pour se faire entendre. Maintenant, dites-moi, vous avez une population qui se fait kidnapper, au vu et au su de la police. La police elle-même est impliquée dans les kidnappings. Vous avez des gens qui sont à la tête du pays, qui se font payer pour protéger une population, pour lui offrir des services sociaux. Ils se font payer, mais ils n'offrent pas de services sociaux. Vous avez des banques qui, malgré le fait qu'elles existent depuis plus de 100 ans, prêtent leur argent toujours aux mêmes gens et toujours au même pourcentage de gens, 5 à 6% de leur clientèle. Vous avez, après 200 ans d'histoire d'Haïti, près de 55% de gens qui ne savent ni lire ni écrire. Vous avez plus de 60% de cette population qui vit avec moins de 1 $ par jour. Et là, la population regarde les banques, la population regarde les politiciens qui sont responsables de cet état de fait, la population regarde les gens d'affaires, n'est-ce pas, qui mettent sur pied ce système d'oppression et elle dit, je vais marcher contre vous, la prochaine fois le feu, pour reprendre l'expression de Baldwin. Et là, il y en a qui disent, écoutez, bon Dieu, c'est la violence. J'ai commencé l'émission en parlant de ce livre de Baldwin, La prochaine fois, le feu. J'aime une tournure de Baldwin en particulier dans son livre, que je vais vous citer. Il a dit ceci, « Les choses menaçantes doivent être regardées en face. Quand c'est l'État qui vous menace, quand ce sont les banques qui captent, n'est-ce pas, vos devises et qui font de la spéculation sur votre dos, les banques décident comme cela qu'il faut 125 gouttes pour acheter 1 $. Demandez-leur au nom de quel principe, mais elles ne vous diront pas parce que cela leur est rentable. Vous avez, n'est-ce pas, des banques en Haïti dans un pays où la population est à 80% au chômage, eh bien ce sont les banques les plus rentables dans toute la région des Caraïbes. Vous avez des banques qui font 65% de leurs profits à même les échanges entre les devises. Vous envoyez de l'argent n'est-ce pas, en dollars américains, en euros. La banque décide qu'elle ne donne pas l'argent en américain à votre cousin et qu'elle donne cet argent-là en gourdes. Qui est-ce qui décide du taux de change? C'est la banque. Qui est-ce qui décide du taux auquel vous achetez les gourdes, n'est-ce pas? À partir des États-Unis, c'est la banque. Et quand la population se fâche contre ces foutus banquiers, il y en a qui veulent nous entraîner dans la sensiblerie. Voyons donc, les amis. Voyons donc.
Pourquoi sont-ce les bien-pensants, les bien-possédants qui ont des droits alors que la majorité des Haïtiens n'auraient pas des droits? Alors dites-moi, devant un tel état d'abus, mais un état d'abus perpétuel, dites-moi quelle option est laissée au peuple haïtien pour se faire entendre. Si vous êtes honnête, si vous êtes intellectuellement sain, S-A-I-N-S, vous allez conclure, il ne reste à la population qu'une seule voix pour se faire entendre, qu'une seule option pour se faire entendre, eh bien, qu'elle se lève, qu'elle marche contre ceux qui sont responsables de cet état de fait, tant les nationaux que les internationaux. Ce sursaut collectif auquel nous assistons doit être intensifié. Ce sursaut collectif auquel nous assistons doit être maintenu. Qu'on casse la maison d'André Michel, je n'en verserai pas une larme. C'est un traître, ce salaud-là. Qu'on casse la maison, n'est-ce pas, de Edmond Supplice Beauzile, je n'en verserai pas une larme. Cette femme-là a trahi la population haïtienne. Eh bien, il faut marcher sur les autres aussi. Et je vous avais dit que l'émission de ce matin serait assortie d'un certain nombre de mises en garde. Nous devons être vigilants pour qu'on ne nous vole pas notre sursaut collectif. Allons-y avec ces mises en garde-là. Vous vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Donc, allons-y avec un certain nombre de mises en garde, car, vous savez, j'étais au milieu de mes études secondaires lorsque Duvalier est tombé en 86. C'était un moment d'euphorie, un moment de grand espoir. Et au fur et à mesure que les années passaient, cette euphorie, cette réjouissance collective, et quand je vous dis, c'était des réjouissances. Moi, j'ai vu des gens balayer la rue et dire désormais la rue, c'est notre salon, il faut s'occuper soi-même des déchets. J'ai vu dans des quartiers des gens monter des brigades de vigilance pour empêcher que des bandits ne viennent commettre des crimes. Et au fur et à mesure que les années passaient, cette euphorie, cette réjouissance, ce patriotisme, cette croyance en l'avenir s'érodait pour ne plus exister aujourd'hui. Et c'est pour ça que, fort de cette expérience historique, je voudrais lancer un certain nombre de mises en garde. La première mise en garde, nous risquons de nous faire voler notre sursaut collectif par les politiciens de la vieille garde. Je vais vous citer quelques noms. Un gars comme Joseph Lambert, il se frotte les mains là. Il se dit, écoutez, qu'on le veuille ou non, je suis le président de ce qui reste du Sénat et il a sa constitution dans sa poche. Lorsqu'Ariel Henry va déguerpir, car il va déguerpir, ce serait pas étonnant que Joseph Lambert lève la main pour dire, écoutez, le pouvoir me revient. C'est un parasite, ce gars-là. Au fait, Joseph Lambert est dans les avenues du pouvoir depuis une trentaine d'années. Ça veut dire qu'il a trempé dans tout ce qu'il y a comme corruption dans ce pays. Au fait, Joseph Lambert, pour ne citer que le cas des fonds Petro-Caribé, était grand conseiller de Michel Martelly. Pendant son quinquennat, avec rang de ministre, donc il savait, il était au courant des détournements de fonds. Et si Joseph Lambert ose croire qu'il peut revenir au pouvoir, eh bien, il faut lui réserver le sort que vous avez fait à André Michel. On se comprend à demi-mot.
On ne fait pas du neuf avec du vieux. Je vous mets en garde contre un certain Jocelyn Privert, qui lui aussi fait partie des avenues du pouvoir. Il était ministre de l'Intérieur sous le président Aristide, ancien directeur de la DGI. Il a fomenté un coup d'État parlementaire contre la population haïtienne, coup d'État parlementaire au terme duquel il a détourné de l'argent du pays pour s'assurer, n'est-ce pas, de parvenir au pouvoir. Et il a gaspillé lui aussi les fonds pétro-caribéens. Aujourd'hui, c'est lui qui fait des discours comme quoi il serait devenu un sage pour nous inviter à dialoguer. On ne dialogue pas avec ceux qui nous ont volés. Je vous mets en garde aussi contre comment il s'appelle, un Kaplim là, Evans Paul. Lui aussi, vous savez, moi j'ai vu. Moi, quand j'étais jeune, Evans Paul, c'était, si vous voulez, l'incarnation même de la résistance. Je me rappelle, j'étais jeune écolier, n'est-ce pas? Eh bien, quand Evans Paul jouait dans des pièces de théâtre débaffrées, il prenait tous les risques. Et puis je disais, oh là là, c'est un modèle de militance. Mais avec le temps, j'ai compris que Evans Paul, c'est un opportuniste. Un chômeur qui voulait tout simplement se faire de l'argent. Et Dieu sait qu'il en a aujourd'hui pour avoir été Premier ministre. Donc lui aussi, il a détourné, il a trempé dans le détournement des fonds de pétro-caribéens. S'il pense pouvoir revenir, il faudra lui réserver le sort d'André Michel. Le principe, les amis, et là je vous le dis, lorsqu'Ariel tombera, car Ariel tombera, on ne doit plus retrouver dans la transition pendant laquelle on va construire cette maison, car la maison est détruite. On ne doit pas retrouver pendant cette transition au cours de laquelle on va lancer les chantiers fondamentaux du pays, on ne doit retrouver aucun de ceux qui ont bénéficié du système pendant ces dernières années. Vous savez, il y en a qui attendent là. Vous ne voyez pas les gens d'affaires, mais ils travaillent aussi en sous-main là. Pour qu'Ariel cite au parti, parce qu'Ariel est devenu un canard boiteux. Ils ne pourront plus le garder longtemps. Les États-Unis ne pourront plus garder Ariel longtemps parce que la population sort. Et si ce sursaut collectif, n'est-ce pas, se maintient, les États-Unis d'Amérique vont devoir, n'est-ce pas, envoyer leur avion pour prendre Ariel dans leur soute à bagages. Mais ils ne vont pas nous laisser comme ça choisir nous-mêmes ceux qui doivent gérer cette nécessaire transition. Ils vont nous concocter quelque chose. Vous savez, pour l'instant, tout ce qu'ils font, c'est fermer leurs ambassades. Ils ne prennent pas position pour nous. Ils n'exigent pas d'Ariel Henry qu'il enquête sur l'assassinat. Ils n'exigent pas de ce gouvernement qu'on laisse un procès, n'est-ce pas, sur les fonds pétro-caribéens. Non. Mais dans l'intensification de ce sursaut collectif et la soi-disant communauté internationale, l'Assemblée des Nations malveillantes, va nous revenir avec quelques nouveaux visages, mais qui ont toujours fait partie du système pour maintenir le système. Il ne nous faut pas, cette fois-ci, nous laisser voler ce sursaut collectif. Dès que quelqu'un avait bénéficié de ce système d'oppression, il faut le supprimer. Quand je dis supprimer, je ne dis pas physiquement, mais la personne ne peut pas revenir là. Et je pense à un Claude Joseph. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi audacieux. Claude Joseph, c'était à la fois le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, et donc, en sa qualité de Premier ministre, président du Conseil supérieur de la police nationale. Donc, techniquement, le numéro 1 de la police. On a assassiné un président sous son gouvernement. Pendant qu'il était Premier ministre, pendant qu'il était président du Conseil supérieur de la police nationale. Le matin de l'assassinat du président, il s'est présenté avec le chef de la police, assassin de son État,
pour dire que tout est sous contrôle. En fait, rien n'était sous contrôle. Regardez, Claude Joseph a prétendu ne pas savoir qu'il y avait un complot pour assassiner le président. Il n'était au courant de rien. Et là, il se positionne comme patriote, mon cul, pour devenir président d'Haïti. Mais bon Dieu, ces gens-là n'ont aucun sens de la honte. Il y a quelque chose qu'on appelle reddition de comptes. Il doit rendre des comptes sur ce qu'il aurait dû savoir, mais qu'il a choisi de ne pas savoir sur l'assassinat de Jovenel. Comment? Mais bon Dieu, il a du fond tout autour de la tête. C'est un fond de bœuf qu'il a, lui, là. Il se positionne pour être président. Mais mon œil, c'est un gars qui doit être arrêté. De même que Léon Joseph, qui était son chef de la police. Ce sursaut collectif ne doit pas être détourné cette fois. Nous devons être vigilants, non seulement vis-à-vis des traîtres de l'intérieur, mais également des traîtres de l'extérieur. Car les États-Unis, la France, le Canada, ces mêmes pays mafieux vont se réunir et vont essayer de nous concocter une formule, une sortie de crise. Qu'ils aillent se faire, vous savez ce que je veux dire. Un pays qui a conquis son indépendance, n'est-ce pas, à la pointe de ses baïonnettes. Un pays qui a conquis son indépendance, n'est-ce pas, au prix du sang de ses ancêtres, ne peut pas accepter comme un état de fait que ce soit les États-Unis, la France, le Canada qui décident pour nous. Nous n'avons rien à envier aux Français, rien à envier aux Canadiens, rien à envier aux Américains en termes d'intelligence. Nous pouvons nous-mêmes gérer notre transition. La transition, chers amis, c'est ma deuxième mise en garde, doit être une vraie transition. Pas une espèce de chaise musicale de 2 ans, et puis où nous avons des nègres de maison comme Gérard Latortue en 2004, qui viennent exécuter la volonté des États-Unis de la France. Non. La transition devra être gérée, j'en ai parlé dans mon livre, Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée, par 2 entités. Vous avez un conseil national, n'est-ce pas, de gouvernement, je ne sais plus comment je l'appelle dans mon livre, dans lequel on retrouve, n'est-ce pas, un certain nombre d'hommes et de femmes, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Et face à ce conseil national, face à ce conseil de gouvernement pour la reconstruction nationale, vous avez, n'est-ce pas, une entité de contrôle de l'action gouvernementale au sein de laquelle nous retrouvons le même nombre d'hommes et de femmes, tant de l'intérieur n'est-ce pas, que de l'extérieur. Et ces gens-là devront répondre ou satisfaire à 3 critères. Patriotisme. Il faut que ce soit des patriotes. Pas des patries poches, pour reprendre la formule de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Il faut que ce soit des gens, n'est-ce pas, incorruptibles, du moins des gens jusque-là incorrompus ou non corrompus. Pas question qu'on revienne avec les mêmes vieux salauds qui vont continuer à prendre langue avec l'oligarchie. Vous savez, la population haïtienne n'a pas d'électricité. Vous savez que jusque-là, il y avait des gens qui gagnaient jusqu'à $1 million par jour pour fournir, par mois, pour fournir de l'électricité à la population haïtienne. Je pense à un gars comme Dimitri Vob. J'ai jamais vu un gars aussi audacieux. Et puis il continue à se défendre. Il empochait beaucoup d'argent de l'État pour de l'électricité. Et en lieu et place de l'électricité, il nous fournissait du blackout et il a le culot de parler. Dans tout état sérieux, on émettrait des mandats d'arrêt internationaux contre ces gens-là. Les Laurent Lamotte, les Dimitri Vob, les Michel Martelly, les Claude Joseph, les Léon Charles, chef de la police. La transition devra être gérée. Ne me dites pas que parmi les 12 ou 14 millions d'Haïtiens, tant de l'intérieur que de l'extérieur, il ne saurait y avoir 26 personnes patriotes, intègres, compétentes,
pour lancer le pays dans des chantiers fondamentaux, reconstruire les bases de ce pays avant d'aller en élection. Car on n'aura pas les élections de sitôt, les amis. Ce n'est pas normal que dans un tel contexte, dans un contexte, n'est-ce pas, où aucune institution n'existe, dans un contexte de méfiance, n'est-ce pas, entre la population et les dirigeants, ce n'est pas sain, saïenne, de même d'envisager même d'organiser des élections. On va prendre notre temps avec des gens patriotes, des gens intègres, des gens compétents, qu'on va retrouver dans un conseil de gouvernement pour la reconstruction nationale et d'autre part dans un conseil de contrôle d'action gouvernementale. Et pendant cette transition, on n'a pas besoin de parlement, on n'a pas besoin de sénateurs qui volent, de sénateurs qui importent des armes au pays. Hein? Vous avez cité le nom de Ronnie, comment il s'appelle, Ronnie Célestin. De sénateurs pour qui des kidnappeurs travaillent. J'ai cité le nom de Gracia Delva. Ok. Haïti n'est pas faite que de Lambert. Haïti n'est pas faite que de Laurent Lamotte. Haïti n'est pas faite que de, comment il s'appelle, La Tortue. Haïti n'est pas faite que de, citez-moi encore ces noms de salauds-là. Ces gens-là doivent rentrer dans le garage de l'histoire. Car ils ont entretenu ce système d'oppression, ce système d'obscurantisme. Ils en ont profité. Il faudra qu'ils payent aujourd'hui. Et j'ai dit dans mon émission que j'ai réalisée il y a un mois, vous vous souvenez de ça? C'était une émission prophétique, l'ABC de la révolution. Quand on veut faire une révolution, on touche l'ennemi là où ça fait mal. Bravo, peuple haïtien. Je ne vais pas pleurer parce que vous punissez André Michel, mais il faudra punir aussi quelques diplomates étrangers. Madame Lalime, par exemple, qui avait appelé à la confédération des gangs. Il faudra punir, n'est-ce pas, les ambassadeurs qui osent, n'est-ce pas, s'immiscer dans nos affaires nationales, comme si nous étions des mineurs. Vous prenez position pour l'Ukraine au nom de l'autodétermination des peuples et vous m'imposez un assassin comme Ariel Henry, dont le rôle justement consiste à protéger ses co-assassins. Il est là pour protéger Michel Martelly qui a assassiné Jovenel Moïse pour qu'il n'y ait pas de procès. Il est là pour protéger Badio pour qu'il n'y ait pas de procès. Et les États-Unis d'Amérique le gardent au pouvoir parce qu'eux aussi sont impliqués dans l'assassinat de Jovenel. Il faudra dénoncer ces salauds-là, les assassins tant de l'intérieur que de l'extérieur. Et comptez sur moi. Comptez sur moi. Je vais être là pour dénoncer. Je vais être là pour analyser avec vous. Je vais être là pour décrypter avec vous et pour vous soutenir dans ce qui se fait là. Ne laissez personne vous crier à roue sur le baudet parce que vous cassez quelques banques. Ne laissez personne vous faire sombrer dans la sensiblerie parce que vous punissez quelques salauds politiciens, tant du gouvernement que de l'opposition. Il faut le faire. Pour qu'ils sachent désormais qu'on entre en politique pas pour se servir. Que les Lambert le sachent. Que les Yuri la Tortue le sachent. Et tous les autres salauds, qu'on sache qu'on n'entre pas en politique pour s'enrichir, on entre en politique pour servir. Et il faut aussi punir les oligarques. À date, vous avez puni André Michel, bravo, mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous aurez fait de ceux qui ont profité de Petro-Caribé pour construire des hôtels, de ceux qui ont profité du quinquennat de Jovenel Moïse pour avoir des hectares de terre, de ceux qui ont des franchises douanières, de ceux qui ont des ports chez eux? Il faut aussi qu'ils soient punis, vous les connaissez. La peur doit changer de camp. Jusque-là, c'est la population qui a subi la peur. Eh bien, il faut que ce soit ces gens-là qui aient peur. Je termine avec le livre de Baldwin. Échapper à la peur de quelque chose revient à s'assurer qu'un jour, on ne sera plus victime de cette peur.
On nous a fait peur. On nous a opprimés pendant trop longtemps. Aujourd'hui, la peur doit changer de camp. Si hier, c'était des manifestations pacifiques, aujourd'hui, ça doit être le feu. OK? Si hier, c'était des marches pour réclamer nos droits, aujourd'hui, ça doit être le feu. Si hier, c'était des manifestations pour demander que les banques arrêtent de jouer, n'est-ce pas, la spéculation sur notre dos, aujourd'hui, ça doit être le feu. Si hier, on a marché pour demander, n'est-ce pas, où est passé l'argent Petro-Caribé dans des marches pacifiques, aujourd'hui, ça doit être le feu. Si hier, on a marché pour demander, n'est-ce pas, à ceux qui sont au pouvoir, mais les 1,50 $ que vous prélevez sur les transferts, qu'est-ce que vous en avez fait? Aujourd'hui, ça doit être le feu. Haïti doit devenir une terre de feu pour ceux qui oppriment la population, tant les nationaux que les internationaux. J'espère vous avoir été utile. J'espère que l'émission d'aujourd'hui va continuer à nous animer pour intensifier ce sursaut collectif. À un moment donné, on doit nous reconnaître comme des êtres humains avec tous les autres droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est encore fait. Likez, nous aimons ça, ça nous encourage. Partagez nos émissions dans vos réseaux respectifs, c'est gratuit. Et vous savez, l'une des sources d'encouragement pour moi au cours de ces 2 dernières années, c'était Toussaint Louverture. Précommandez mon livre, c'est un petit bijou de livre, vous ne le regretterez pas. Et bénéficiez d'un rabais de 10 $. Faites-le sur mon site web www.jeanfils-aimé.com. On garde le moral, on soutient notre peuple et rappelons-nous que tant que va le moral, tout va. Allez, au revoir, bonne semaine et que la lutte continue. N'oublions pas le titre de James Baldwin, la prochaine fois, le feu. Au revoir.